pluriel. Voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'Américain de naissance, péruvien d'adoption, français d'origine, Robert Francis Prévost est devenu hier le 267e pape de l'histoire. Tous les grands chefs d'État saluent son élection. Les médias du monde entier décortiquent le profil de Léon XIV. Certains lui prêtent des missions planétaires. Son duo avec Donald Trump, son ouverture sur les minorités, ses connaissances canoniques font de cet homme un espoir pour beaucoup. Parlons vrai. Est-ce cohérent de prêter tant d'importance à cet homme de religion? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Dans nos sociétés occidentales, le pape doit-il tenir un rôle de décideur, de référent, de symbole ou aucun? Je vous donne dans un instant les résultats de la consultation. Allez-y. Notre invité est François Mabille, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique et religieux. Bonsoir et donc bienvenue, cher François Mabille. Merci. Je vais donner déjà la parole là à Philippe Bilger, et puis sans doute ira-t-il déjà vous chercher. Philippe Bilger. Mais alors, d'abord, je voudrais faire amende honorable puisque j'ai lamentablement échoué dans mon pronostic hier. Considérant que l'élection avait été rapide, j'en avais conclu que ce serait le favori qui l'aurait emporté, c'est-à-dire le cardinal Parolin. Mais une fois que j'ai fait cette contrition, je pense que ce qui me passionne dans l'élection du pape, même si moi-même je n'étais pas de culture catholique, c'est le fait qu'il est un référent non seulement pour les catholiques, les chrétiens, mais il me semble pour beaucoup de gens qui dans le monde ont besoin de sortir de ce que j'appellerais les pesanteurs politiques. Ça n'est pas neutre, me semble-t-il, d'avoir dans notre monde déchiré, troublé et qui est sujet à des antagonismes irréconciliables parfois. En tout cas, malheureusement, on le soupçonne, d'avoir une personnalité qui, quoi qu'on pense d'elle, peut être trop compassionnelle ou trop autoritaire, en tout cas, est complètement dégagée des rapports de force et de pouvoir et est chargée de transmettre au monde tout entier un universel humain. Alors on peut le discuter, on peut juger ça naïf, utopique, mais ça me semble la grandeur d'un pape. Ce que disent les auditeurs, ce que vous dites, et vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Alors, est-ce que dans notre société occidentale, le pape doit avoir un rôle de décideur? Vous dites oui à 6% seulement. En revanche, référent, et vous l'avez évoqué Philippe Bilger, à 28%. Symbolique, c'est le maximum, à 43%. Aucun rôle, 23%. N'oublions pas aussi cette idée. Est-ce que donc François Mabille, ce pape, peut-il, dans les conditions qui sont les siennes actuellement, jouer un rôle très fort dans nos sociétés ? Non, je pense que votre sondage donne bien les indications, c'est-à-dire que il y a le rôle du pape, mais on voit bien la situation du catholicisme et puis la manière dont le catholicisme est perçu dans les sociétés contemporaines. Donc il y a à la fois une attente relative, mais dans l'attente relative, il y a le relative. Donc le pape est une des voix qui peut être entendue, mais on sait bien que sur un certain nombre de sujets, les propositions catholiques ne font pas l'unanimité, voire sont sévèrement combattues. Donc, comme le disait l'intervenant précédent, effectivement, il est une voix qui est en partie dégagée des contingences temporelles. Voilà, encore que le pape précédent s'est quand même bien ingéré dans un certain nombre de sujets. Il est sans doute le seul représentant religieux qui a une parole entendue au niveau international. Être entendu ne veut pas dire qu'on suscite l'adhésion. Oui, être entendu, mais pas forcément écouté. Voilà, la petite nuance. Peut-être Abel Boilly sur ce rôle, parce qu'il a quand même bénéficié là d'une couverture médiatique immense, de réaction de chef d'État, ce n'est pas anodin. Oui, bien entendu, mais il faut voir un petit peu ce qui se passe depuis la mort du pape François, qui a été très brutale, parce qu'il faut quand même rappeler que la veille, quand même, il a salué la population au balcon, il est mort dans la nuit, l'élection
l'élection de Léon XIV s'est faite assez rapidement. Moi, je serais entre le référent et le symbole. En fait, il n'y a pas d'étape entre les deux. Pourquoi ? Parce que je pense que malgré tout, il ne faut pas décharner l'histoire de l'humanité de la substance religieuse, voire spirituelle. Et je pense que l'élection de ce pape peut marquer le monde chrétien, mais pas que, le monde musulman, le monde bouddhiste, parce que nous sommes quand même face à ce défi où nous devons passer du vivre ensemble au faire ensemble. Et je pense qu'il est important de voir comment cela va se passer, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'Église catholique a été, comme ça vient d'être dit, traversée par des crises. On a parlé du sujet de la pédocriminalité, il y a le sujet de la clérogamie aussi, avec le questionnement du mariage des prêtres, qui pourtant existait dans les premiers siècles de l'Église catholique. Et on sait aussi que le pape François n'était pas forcément adulé par tout le monde. Par exemple, Philippe de Villiers a pu être assez critique sur le fait qu'il ait été un pape wokiste, multiculturel. Donc voilà, donc on a besoin de voir comment est-ce que Léon XIV va réussir à faire consensus et dans le monde chrétien, mais aussi dans les connexions interreligieuses. Bon, 38 millions de personnes se considérant comme chrétiens. Le christianisme était la religion la plus représentée en France en 2020. Ce sont des chiffres de 2020 et devrait, malgré une légère baisse, le rester en 2030 d'après les estimations. Tom Conan, avant de redonner la parole à François Mabille, vous, alors bon, on l'a compris, Philippe, c'était peut-être un peu plus référent. Vous, c'est entre référent et symbolique. Abel, vous, c'est aucun, non ? Non, il a un rôle, il a un soft power, c'est évident, pour parler en tout cas des questions d'influence au niveau politique et sociétal. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, la dimension proprement religieuse. Elle peut être évidemment intéressante, évidemment en soi, mais c'est pas ce qui m'intéresse prioritairement, parce que je pense qu'il a pas mal de chantiers sur la table. On verra ce qu'il fait, mais effectivement, moi je discutais même hier avec un ami qui en connaît bien davantage sur le sujet que moi, et il me disait qu'en effet, fut un temps, les prêtres pouvaient se marier. En effet, je pensais que ce n'était pas possible dans l'Église catholique. Donc ça me semble être, ça serait, je pense, un sacré progrès, parce que je pense qu'il y a quand même des vrais problèmes dans le recrutement des prêtres et dans le profil, on pourrait dire, psychologique de certaines personnes, qui peut ensuite mener éventuellement à des choses extrêmement graves dans les comportements. Vous avez rappelé la question de la pédocriminalité par exemple. Donc ça, c'est une question, je pense, qui est très importante à mon avis, qui pourrait vraiment orienter l'Église vers une autre direction, plus moderne, on pourrait dire, même si ce terme est très galvaudé. L'autre point aussi, c'est la bénédiction des personnes de même sexe. Il semblerait que ça, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas prêt de renoncer. François avait fait une petite ouverture. Voilà, apparemment, il ne s'agirait pas de revenir sur ce point-là. Il y a aussi la question des femmes, du rôle des femmes au sein de l'Église en tant que telle, qui pourrait être également revu. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de points. J'ai l'impression qu'il pourrait vraiment être le rôle de catalyseur de tout ce qui s'est passé sous le pape François, pour aller un peu plus loin et achever un peu cette transition entre guillemets progressiste, même si je sais que ce terme n'est pas du tout adapté dans la thématique actuelle. Bon, François Mabille, je le rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous venez d'écouter nos 3 vraies voix qui ont mis l'accent sur 2 choses. Alors il y a l'aspect communication extérieure et intérieure. Donc intérieur déjà, dans le monde catholique. Est-ce que ce pape est amené à faire bouger les choses, oui ou non ? J'ai envie de vous dire qu'il est amené sans doute à les recadrer. Il ne faut pas oublier que c'est un juriste. Il est docteur en droit canonique, c'est-à-dire le droit qui régule l'Église catholique en interne et dans ses rapports avec le monde. Et donc je pense que ce pontificat va être un pontificat de maturation, c'est-à-dire reprendre les dossiers qui ont été ouverts, revoir les portes entrebâillées par le pape François, mais sans doute les discuter d'une autre manière, sans doute un petit peu moins flamboyante, un petit peu moins polémique, et effectivement en juriste, c'est-à-dire en s'appuyant quand même sur le droit de l'Église, quitte à le modifier, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des révolutions dans les différents domaines qui ont été très justement évoqués précédemment. Bon, et quand bien même cela évoluerait-il, est-ce que Philippe Bilger, vous pensez que ça puisse avoir un impact sur notre quotidien, peut-être sur la vision des choses ? Je rejoins ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression que le pape Léon XIV décapera un petit peu le propos et la pratique du pape François, de ce qu'il pouvait avoir d'un peu trop idéologique, voire
trop politisé. Et de fait, il va aboutir à une vision plus centriste, plus moyenne, plus acceptable, me semble-t-il. Quant au reste, j'entends le point de vue développé par Tom Conan. Je suis très amusé lorsque j'entends que l'Église, pour rester elle-même, doit s'ouvrir vers des choses qui lui feront perdre profondément son identité, qui est de cultiver l'absolu dans un monde relatif. Je me demande qu'est-ce qu'il resterait de l'Église si on allait vers les orientations que souhaite mon ami Tom. Mais non, mais ça dépend lesquelles, Philippe. Non, mais vous en avez cité 4. Sur la question des prêtres. Vos priorités, c'est... Non, mais sur la question du mariage des prêtres, comme Abel l'a dit tout à l'heure, c'était effectivement, moi-même, je l'ai appris hier, oui, mais c'était possible, fut un temps. Ça m'est égal, complètement. Bon, vous pouvez... Donc je ne doute pas un seul instant que ça existait, d'ailleurs. Dans les premiers siècles de l'Église catholique, ça existait. Oui. Ça existait. Je trouve que ce serait pas une bonne chose. Attendez, chacun son tour. Philippe, le pape Léon XIV, qui n'est pas pour le mariage des prêtres. Bon, c'est tout. Bon. Alors que ça paraît complètement hors sol de nos jours, Tom Conan, c'est ce que vous dites. En tout cas, moi, au début, je pensais que c'était contraire au magistère, et il semblerait que ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment, moi, je suis pas du tout un expert du droit canonique. Donc, si c'est pas impossible de le faire, pourquoi effectivement ne pas aller dans cette direction? Ça pourrait quand même pas seulement ouvrir, c'est pas seulement cette question-là. La crise conjugale est compatible avec la transcendance. Ça va être très bien. Je vois pas en quoi ça serait problématique. Non, mais qu'est-ce qui empêcherait? Où allez-vous chercher ça, Philippe Bilger? Non, mais pourquoi est-ce que ça vous chagrinerait qu'il y ait une ouverture de ce type? Bêtement, j'aurais le sentiment qu'il manque une sorte de plausibilité dans le service de l'absolu. D'accord. Mais c'est... Non, mais c'est votre avis. Hein. Alors, réaction 0826 300 300. Vous réagissez, les auditeurs, avec Christophe qui appelle d'Albi. Bonsoir, Christophe. Et bonsoir à vous tous. Vous avez une activité dans le domaine religieux, c'est ça? Ah ben, je suis prêtre. Ah oui, c'est une activité assez précise. Et catholique? Alors non, je ne suis pas catholique, je suis prêtre orthodoxe. Donc tout comme les pasteurs protestants, vous êtes donc prêtre orthodoxe, vous avez le droit au mariage. On vous écoute réagir. Alors, en fait, il faut dire que l'Église a deux colonnes. En fait, il y a deux poumons. Il y a le poumon romain et le poumon oriental. Et le poumon oriental a le droit, en fait, d'avoir des prêtres mariés. Seuls les évêques sont des anciens moines et doivent rester célibataires. Voilà, et donc vous incarnez ce côté oriental en étant orthodoxe, on le rappelle. C'est ça. Et en France, il existe donc des prieurés, des églises donc dites orthodoxes, et nous avons un certain nombre de prêtres avec leurs épouses. Moi, je suis prêtre célibataire, mais c'est un choix que j'ai fait. Bon. Et vous pensez donc que ce serait une bonne chose que d'amener ça, si j'ose dire, au sein de l'Église catholique? Question de Tom Conan, répondez Christophe. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec Tom Conan, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église catholique romaine puisse en fait s'ouvrir, mais en fait c'est même pas une ouverture, c'est revenir à l'origine. Ouais, ce que disait Abel. Bah, vous avez chez les protestants d'ailleurs, les pasteurs sont mariés, et vous avez aussi des pasteurs donc femmes qui donnent le culte. Bon, merci beaucoup Christophe. Oui, pour conclure, allez-y pour conclure. Oui. Je dirais pour les femmes, c'est encore une autre voie. Mais en tout cas, pour conclure, c'est que à l'origine, les apôtres de Jésus étaient mariés, et jusqu'au XIIe siècle, les prêtres pouvaient être mariés. Merci en tout cas pour ce témoignage très important. Autre réaction, 0826 300 300. Frédéric de Toulouse qu'on retrouve. Frédéric, vous avez entendu cette petite consultation de ce pape. Vous attendez quoi? Qu'il ait un rôle de décideur, de référent, un rôle de symbolique ou aucun? Alors pour moi c'est tout à la fois, parce que les référents certainement ont vu la religion catholique et des églises qui sont attachées, comme à l'instant ce prêtre qui est orthodoxe. Par ailleurs, référent également pour respecter la parole de Dieu et la parole de Jésus, afin de la transmettre au mieux, et aussi d'un point de vue politique, parce que c'est vraiment
le Vatican a un vrai rôle politique dont on n'entend pas parler forcément. Et d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit un pape américain, puisque je pense que c'est le précédent évêque qui était ministre des Affaires étrangères du pape François, qui a introduit l'anglais, alors que la langue de référence pour la diplomatie vaticane était le français. Donc, il y a une petite forme de cohérence sur l'élection de ce pape américain. Oui, c'est au niveau du symbole, c'est très fort. Alors Frédéric, là, en fait, vous avez mis un petit peu tout le monde d'accord en disant les quatre en même temps. C'est vrai que personne n'y avait vraiment pensé. Enfin, je dis tout le monde d'accord. Oui. C'était évident. Oui. Mais moi, je mettrais une nuance quand même, parce que décideur. Mais il n'est pas décideur. Oui, mais pour répondre à la question, on peut pas souhaiter qu'il soit décideur, parce que ça serait une atteinte à la laïcité quelque part. Mais la référence et le symbole, je pense que. Mais ce que dit Frédéric, c'est que décideur aussi à son niveau, et ça sera ma question pour François Mabille, notre chercheur associé à l'IRIS et grand témoin. François Mabille, si ce pape est américain au moment où le chef d'État américain est Donald Trump, qui n'était pas forcément pour sa nomination, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un rôle au niveau géopolitique? Et là, cette fois-ci, on parle des réactions extérieures. Oui, bien sûr. D'une part parce que le positionnement de Trump face à un de ses concitoyens ne peut être que différent de celui qu'il avait préalablement avec le pape argentin. D'autre part, ce nouveau pape, bien évidemment, va avoir des relations différentes avec l'épiscopat nord-américain. Donc, on peut effectivement penser que là, il va y avoir une évolution, sachant que sur un certain nombre de thèmes, il a déjà manifesté auparavant son opposition à la politique de Trump. Donc là, effectivement, à la fois symboliquement et puis par son influence et son pouvoir sur l'Église catholique et les évêques catholiques, il y aura nécessairement un impact. Est-ce à dire que cet homme est capable de faire avancer la cause de la paix aujourd'hui ? Je ne dirais pas jusque-là. Le pape François a essayé de le faire avec son style propre. Sans doute que là, il y aura une révision de la diplomatie pontificale. Et puis, lorsqu'il y a un impact du Saint-Siège, ça s'inscrit tout de même dans des contextes extrêmement particuliers. On a bien vu que les médiations, elles ont réussi à Cuba, mais parce que Cuba était un conflit pratiquement oublié, ancien de la guerre froide. Lorsque le pape a tenté de se poser comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie, il n'y est pas parvenu. Donc ici encore, il faut relativiser l'influence du pape, même si elle peut effectivement exister suivant les contextes. Merci de votre contribution, cher François Mabille, avec tout ce travail que j'aimerais encore reciter en exemple, ce travail de l'IRIS. Vous êtes directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux et tous ces regards, tous ces travaux justement sont très utiles pour nos débats en général. Nous allons rester avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Frédéric de Toulouse, qui est notre fil rouge, est prêt. Il va se lancer dans le grand quiz musical de ces grands ponts. Les vraies voix sont prêtes. Nous vous retrouvons, dans quelques secondes. Soyez prêts. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai.